Bonjour à tous et bienvenue dans Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors, bienvenue dans ce premier podcast 2023. On s'y remet, pas de bonne résolution, nous sommes toujours sur nos appuis, prêts à saisir l'innovation quand elle passe, embrasser le changement quand il sonne à notre porte et passer une inspection quand elle se présente. Alors aujourd'hui, pour cet épisode hivernal, j'ai avec moi l'indéboulonnable Arnaud, qui est très excité comme une puce par le sujet du jour. Comment ça va, Arnaud ? Ouais. Ça va très bien, écoute, je suis ravi d'être là et effectivement le sujet d'aujourd'hui m'émoustille particulièrement. Avec nous également la loquace Mélanie. Mélanie, comment ça va ? Ça va bien. Loquace, elle dit rien. Et je disais, moi aussi, très intéressée par le sujet parce que je ne connais pas bien l'ISO 9001, donc voilà. Ah, elle donne le sujet en avance, elle donne le sujet en avance. Aïe, ça spoil, ça divulgage. Et donc, pour animer le sujet avec nous, nous recevons l'exceptionnel Benoît Kriegel, qui est consultant qualité pour toutes sortes d'entreprises et c'est marqué dans son profil. Il donne des conseils pour rendre la qualité simple, agile et sexy. J'adore. Benoît, comment ça va ? Ça va super bien. Écoute, je suis très content moi aussi d'être avec vous. En plus, je sens qu'il y a de l'attente, que le côté sexy, ça parle et ça émoustille. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Eh bien, parfait. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de passer, pour se mettre un peu dans le bain, je vous propose de passer à la news. Allez, vas-y. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un rappel de l'eau qui a piqué ma curiosité et qui nous aidera peut-être à mettre un peu de contexte dans le sujet du jour. Alors, c'est un rappel sur la spécialité telmisartan amlodipine 40 mg, 5 mg qui sont réalisés par le laboratoire en balance Tampille Arro en accord avec la NSM. Donc, le telmisartan pour moi. Le telmisartan. C'est ce que j'allais dire. Tu balances, mais tu vas sur le site de l'ASM, tu trouves l'information. Oui, voilà. C'est marqué par sûr. Tu prends aucun risque. Pour nos amis pharmaciens, le telmisartan, c'est un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 pour l'hypertension artérielle et l'amlodipine, un agoniste des canaux calciques pour l'angine de poitrine, enfin contre. Et donc ce rappel, c'est ça qui nous intéresse, donc ce rappel fait suite à la découverte de la mention telmisartan amlodipine 80 mg, 5 mg sur une boîte qui contient des blisters de telmisartan amlodipine Arro 40 mg, 5 mg. Bon, ça paraît très obscur, mais en fait, il existe un risque de sous-dosage pour les patients prenant des comprimés de 40 mg alors qu'ils pensent prendre des comprimés de 80 mg. Donc à ce jour, d'après ce qui est marqué dans le communiqué, ils n'ont pas reçu de déclaration en lien avec ce défaut, donc ça a l'air d'être isolé. Et donc c'est un rappel qui va jusqu'aux patients, donc le niveau le plus important. C'est-à-dire que si des patients ont dans leur armoire des boîtes de ce lot, eh bien du coup ils sont invités à venir les retourner en pharmacie et ils auront une nouvelle boîte gratos. Alors sans m'avancer, j'ai désespérément cherché un communiqué de Arro qui nous donnerait plus d'infos sur la cause, les CAPA mis en place, etc. Mais j'en ai pas trouvé. Mais il peut y avoir plein de différentes causes, mais la plus probable, ça serait probablement, encore une fois, j'ai pas d'infos ni de communiqué, mais ça serait probablement un défaut de vide de ligne qui aurait peut-être mal tourné. Oh. Ouais, bon, quand tu dis la plus probable, tu prends pas beaucoup de risques non plus, là. Hein. Non, mais bon, ça peut être plein de trucs. Hein. Ça se trouve, c'est le fournisseur de carton qui c'est un peu plus en amont d'eux, quoi. On n'en sait rien. Mais t'as peut-être encore aucune info parce que c'est trop récent. Tu sais, tu découvres le problème, tu dois alerter la NSM, tu fais le rappel et t'as peut-être encore pas la totalité de ton investigation qui est finalisée sur l'origine. Donc c'est peut-être pour ça. C'est vrai. Et donc, en tout cas, le problème du vide de ligne, c'est un problème qui est bien connu car c'est un des processus les plus à risque lorsqu'on fabrique des médicaments. Et je trouve que c'est un exemple parfait du processus où il ne faut surtout pas essayer de gagner du temps, mais au contraire investir dans l'efficacité, la formation et l'amélioration continue. Alors Benoît, toi qui es extérieur à tout ça, est-ce que ça te parle ce qu'on raconte ?
Ça me parle un tout petit peu. Rappel de l'eau, moi j'ai connu ça sous l'appellation rattrapage de parc dans l'automobile. Ah ouais. Donc quand c'est Renault vous informe qu'il faut changer la colonne de direction, qu'il faut passer au garage, ou que des choses comme ça. Donc finalement c'est exactement le même principe. Après, j'ai entendu un ensemble de termes barbares où là, non, j'ai rien compris. Je sais pas trop à quoi ça sert ces pilules. Mais le principe, en tout cas, oui, c'est que c'est de la gestion de risque finalement. C'est que on sait qu'il y a un souci et puis là, tout l'enjeu de traçabilité qui arrive derrière, de retrouver les lots, d'aller les chercher, de faire la trace ascendante descendante. Ça est un gros enjeu, oui, clairement. C'est ça, c'est parfait. Et comme tu disais avant, il fallait retrouver le propriétaire de la voiture. Et ben là, il faut qu'on retrouve les personnes qui ont eu des lots, des boîtes de ce lot-là et qu'on s'assure qu'ils prennent plus de médicaments et qu'ils le ramènent à la pharmacie. Ouais. Alors, ce qui concerne la cause peut-être du problème que j'avais envisagé sur le vide de ligne, donc on a fait une série de 4 vidéos sur YouTube, autopromotion, sur le sujet pour comprendre et améliorer son processus. Donc allez voir la chaîne sur la chaîne de l'Académie de la qualité efficace, ça peut vous permettre d'éviter ça, parce qu'au final les conséquences là qu'on voit, c'est quand même assez néfaste. Donc au-delà du fait de devoir rappeler les pièces, il y a aussi l'armure d'argent qui se ternit légèrement quand même, parce que c'est quand même un sale truc quoi. Donc le vide de ligne, Benoît, c'est ce moment quand tu mets des comprimés en boîte par exemple, où avant de passer au lot suivant, il faut t'assurer que sur ta ligne de conditionnement, tu n'aies plus aucun article de conditionnement présent. Tu vois, par exemple, là, si tu laisses l'emballage du produit d'avant, une boîte par exemple, et du coup, tu vas mettre des blisters du nouveau produit dans l'emballage de l'ancien. Et c'est pour ça que peut-être tu peux faire une boîte avec le mauvais label, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ça c'était pour la news. Alors si vous n'avez pas plus de questions, je vous propose de passer au plat de résistance du podcast, à savoir l'interview de Benoît. Mais c'est parti. Alors, pour nos auditeurs, les bonnes pratiques de fabrication sont une évidence, une nécessité. Pour certains, un mal nécessaire pour pouvoir produire, pour d'autres, une bénédiction qui permet d'assurer l'organisation et l'amélioration. Alors maintenant, posez-vous la question. Si vous aviez le choix, garderiez-vous tout ou partie de votre système qualité ? Beaucoup s'en plaignent, mais avez-vous essayé d'imaginer un monde où la qualité n'est pas réglementée ? Où en serait la production de médicaments ? Quel serait l'état du bon du premier coup ? Combien de rappels annuels y aurait-il ? Ne sont-elles pas de questions intéressantes ? Eh bien, laissez-moi vous dire que j'ai eu l'occasion d'accompagner des clients avant la mise en place de leur système assurance qualité. Et je peux vous dire qu'on sait ce qu'on perd que lorsqu'on l'a perdu. Donc j'ai vu des gens pleurer pour qu'on leur donne une procédure de gestion documentaire. Incroyable. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Benoît Kriegel, qui est consultant expert entre autres en ISO 9001. Et il est un peu un explorateur qui part loin derrière les frontières les plus reculées de la qualité. Et il en revient aujourd'hui pour nous faire un compte-rendu de ses observations. Alors Benoît, c'est à toi. Je te laisse un peu te présenter et on attaquera après derrière avec les questions. Oui, j'ai fait plein d'explorations et tu crois pas si bien dire. Donc Benoît Kriegel, consultant en qualité, formateur, auditeur, de manière assez classique d'une part, mais aussi de manière plus originale, c'est-à-dire que j'essaie d'être très présent sur les réseaux sociaux, de publier tous les jours, d'utiliser le digital dans mes interventions et puis d'exister en ligne et de travailler en ligne. Je suis spécialisé sur l'ISO 9001, ça on en reparlait pas mal aujourd'hui je crois. Et puis j'ai aussi une activité autour de la certification Calliope, qui elle, alors, n'a rien à voir avec l'ISO, mais concerne les organismes de formation. Et puis un passé, avant de devenir consultant, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis à mon compte. Avant ça, un gros passé dans l'automobile, et donc un formatage très automobile, et puis chez des équipementiers japonais, donc à la source du lean manufacturing aussi. Ah d'accord. Intéressant. Pour être très franc, c'était tout simplement chez
un équivalent de Valeo, de Forestia, qui sont les gros équipementiers français connus, qui est japonais et dont l'actionnaire est Toyota. Donc on est complètement à la source de la méthode Toyota et de l'approche de la qualité de Toyota. Et donc à l'époque de ce passé, tu étais à fond, c'était la norme ISO 9001 que vous adoptiez ou c'était d'autres types de normes? Alors dans l'automobile, c'est particulier dans le sens où on a une norme sectorielle qui en l'occurrence s'appelle l'IATF 16949. Et l'IATF 16949, elle est composée de 100% du texte de l'ISO 9001. Auquel elle va rajouter des exigences complémentaires, des chapitres complémentaires, plus d'exigences. Mais elle inclut l'ISO 9001. Par contre, l'ISO 9001, c'est la partie facile dans l'automobile. C'est acquis depuis très longtemps. Donc c'est des sujets dont on parle plus trop. On en parlera tout à l'heure, je pense, on aura l'occasion, mais l'ISO 9001 est pas très difficile, en fait. Pas très exigeante. Donc dans les secteurs exigeants, à risque surtout, ce qui est le cas de l'automobile, on a généralement, et je pense que vous le savez très bien dans votre secteur, des exigences plus sectorielles, plus spécifiques, plus poussées, plus contraignantes à respecter. Ce qui est marrant, en tout cas avec le secteur dans lequel on est, c'est que nous, ils ont foutu tout l'ISO 9001 à la poubelle et ils ont tout réécrit depuis le début. Et donc, ils ont foutu ça un peu rapidement à la poubelle d'ailleurs. Ouais. Et donc, ils ont un peu rétro-pédalé ces dernières dizaines d'années avec la mise en place d'autres normes de ICH, qu'on appelle ICHQ, International Common Harmonizing, je sais plus quoi. Et donc là, ils citent maintenant le texte d'ISO 9001 dedans, quoi. Donc c'est une très bonne introduction. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la norme ISO 9001 ? Oui. La norme ISO 9001, alors, avant de rentrer dans ce qu'elle contient, à quoi elle s'applique, parler un peu de son esprit, c'est que c'est une norme qui est généraliste. Ce qui veut dire que elle va formuler des exigences pour la mise en place et le déploiement, et puis pour animer, faire vivre un système de management de la qualité, indépendamment du type d'organisme porteur de cette démarche et indépendamment du secteur, des produits ou des marchés, de l'activité de la structure. Concrètement, ça veut dire que une association de quartier peut être certifiée ISO 9001, une multinationale peut être certifiée ISO 9001, une communauté de communes peut être certifiée ISO 9001. Donc n'importe quel organisme, n'importe quel statut juridique peut être certifié ISO 9001. Une fois que j'ai dit ça, il y a quelque chose à comprendre très rapidement, c'est que c'est une norme qui est pas très exigeante, parce que les mêmes exigences s'appliquent à tous ces secteurs, toutes ces activités, donc forcément, elles peuvent pas être spécifiques aux enjeux, aux problématiques, elles peuvent pas être très poussées. Par contre, ce qu'elle va apporter l'ISO 9001, c'est des bases. C'est-à-dire que elle repose sur 7 principes: l'orientation client, la responsabilité de la direction, l'implication du personnel, l'approche processus, l'amélioration, prise de décision fondée sur des preuves et le management des relations avec les parties intéressées. Ça, c'est vraiment le socle. Et ensuite, elle va être composée d'un ensemble de chapitres thématiques comportant des exigences qui sont en fait qui sont la manière de rendre concrète la mise en œuvre de ces 7 principes. Ouais, parce que du coup, c'est pas facile de dire ok, on va faire tout ça, mais en vrai, quand on est devant sa feuille. Voilà. Alors, on dit il faut impliquer le personnel. D'accord. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va devoir le former, ça veut dire qu'on va fixer des rôles et des responsabilités, ça veut dire que on va définir des connaissances organisationnelles dans lesquelles vont puiser les personnes. Voilà, c'est un ensemble de choses qui vont nous dire ok, on a impliqué le personnel, il est acteur de la démarche. De la même manière, on prend des décisions fondées sur des preuves, ça veut dire qu'il faut générer des preuves, qu'il faut générer des enregistrements de contrôle, des enregistrements de réalisation, et ainsi de suite. Donc quelque part c'est ça, mais prendre la norme uniquement avec le texte normatif qui est assez indigeste à lire, c'est le meilleur moyen de rien comprendre. Faut vraiment la prendre par ses principes, mettre en place une organisation qui repose sur ces principes. Et alors, dans quel but ? Alors souvent le but c'est d'être certifié selon la norme. Voilà, c'est un but. Le vrai but, c'est surtout d'avoir une manière de piloter des activités pour atteindre des objectifs qu'on se fixe et s'améliorer dans le temps. En gros, c'est à ça que ça sert.
Et c'est pour ça que n'importe quelle structure peut l'utiliser, puisque n'importe quelle structure, elle a une feuille de route, elle a quelque chose qu'elle a envie de faire, une stratégie, elle va essayer de la réaliser, elle va mettre en place des activités pour ça, des fonctions support, et on va essayer de faire fonctionner tout ça ensemble pour qu'à la fin, on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés. Donc l'ISO 9001, elle aide à ça. Elle aide à se structurer, à s'organiser, à modéliser la manière dont une structure fonctionne, à définir des processus. On va encadrer le fonctionnement avec des procédures, même si le terme n'existe plus dans l'ISO 9001 de procédure. Ça j'aime bien. C'est bien, ça va faire plaisir à Arnaud. Alors attention, parce que c'est pas forcément mieux. C'est depuis la dernière version 2015 que le terme a changé. Procédure a été remplacée par des informations documentées à tenir à jour. Bon, avant il y avait un mot, même s'il n'était pas très cool, il y en avait qu'un. Là maintenant, et les enregistrements d'ailleurs, ont été remplacés aussi. C'est les informations documentées à conserver, pardon. C'est des périphrases intéressantes. C'est intéressant aussi parce que, juste pour remettre un peu de contexte pour Benoît, si j'aime bien ça, c'est que nous dans la norme qui cadre un peu ce que l'on traite au quotidien chez nos clients, à savoir les bonnes pratiques de fabrication, le terme procédure est utilisé à tort et à travers. Confond, soit c'est un document, soit c'est une manière de faire. Enfin bref, du coup c'est un bordel incommensurable juste autour de ce mot-là, quoi. Alors ça c'est clair. S'il y a bien une incompréhension, c'est le procédé, le processus, la procédure et le process. Enfin, qui sait définir quoi précisément, c'est pas clair du tout. Je suis d'accord, mais ça c'est partout. C'est bien, ça me rassure, c'est pas que dans la pharma. Alors, on va transitionner vers exactement ce point, donc les problèmes que tu rencontres. Mais avant ça, donc au contraire, comme l'a dit Arnaud, de notre industrie, la norme ISO 9001, c'est une démarche qui est volontaire, comme tu l'as dit un peu avant, et du coup, le number one du truc, c'est se faire certifier. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que les entreprises choisiraient de se faire certifier ISO 9001 ? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. La plus courante, et qui est en général la porte d'entrée des entreprises vers l'ISO 9001, c'est que bien que ce soit une démarche dans l'absolu volontaire, elles vont être sur un marché ou elles vont vouloir pénétrer un marché sur lequel les clients vont dire pour travailler avec nous, il faut être certifié ISO 9001. Donc ça va être une exigence client au marché. C'est la première raison. D'accord. Alors, soit une exigence binaire, t'es pas certifié, on travaille pas avec toi. Soit ça va être dans le processus de sélection de fournisseurs. On va avoir des marchés où dans ce processus, le fait d'être certifié amène un bonus pour être sélectionnable comme fournisseur. Et donc c'est difficile de s'en passer. Donc voilà, la première raison, elle est là. Le problème de ça, c'est que quand on entre dans le management de la qualité par là, on l'associe immédiatement à certification, contrainte, coût, charge. Et puis tout ce qu'on va faire, on le fera avec une vision de je dois obtenir un certificat dans 6 mois, 12 mois, 18 mois. Exactement. Il y a peu de gens, et quand je dis peu, c'est parce que par expérience, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu quelques-uns, mais honnêtement, c'est moins de 20%, je pense, des entreprises qui se lancent dans la démarche parce que le dirigeant pense que c'est une bonne chose pour son entreprise. C'est ce que j'avais posé comme question, ouais. Peut-être dans une expérience précédente, peut-être parce qu'il est ouvert d'esprit dans un club de dirigeants, j'en sais rien. Parce qu'il a peut-être fait de la qualité avant de devenir chef d'entreprise aussi. Et il a compris que faire de l'ISO 9001, en fait, non, ça sert pas à avoir une certif, ça sert à piloter des activités et à atteindre ses résultats. Et du coup, il va vouloir s'appuyer sur ces principes et cette manière de piloter son activité. Et ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième qui rejoint un peu ça, c'est que mettre en place un système, le faire certifier ou non, dans tous les cas, c'est un projet d'entreprise qui va mobiliser beaucoup de monde. C'est en aucun cas un consultant qui vient faire ça dans son coin, ça marche pas du tout, ça. Et donc, il y a vraiment une dimension projet d'entreprise. On met tout le monde dans le même mouvement, ça influence sur la culture, ça met des repères communs, ça fédère les gens entre eux. Enfin, il y a un truc de dynamique d'entreprise. Ça peut être d'autres sujets qui amènent ce même type de dynamique, mais lui, c'en est un, clairement. De toute façon, j'allais dire, si les gens ils sont pas impliqués, ça marchera pas. Enfin... Non, ça c'est clair et net. Et il y a mon expérience après avoir côtoyé des systèmes certifiés 9001 depuis des années, c'est qu'il y a vraiment il y a deux piliers
incontournables pour qu'un système de management soit efficace. C'est on a un vrai leadership de la direction, c'est-à-dire un dirigeant qui fait le rôle de locomotive, c'est lui qui tire. C'est pas le responsable qualité qui tire le système qualité, c'est le dirigeant. C'est lui qui fixe des rôles et responsabilités afin d'atteindre des objectifs qu'il a fixés, pour réaliser une stratégie qu'il a fixée, et qui derrière va louer des ressources, va libérer du temps, va mettre des budgets, et puis va avoir une démarche PDCA et va demander des comptes et vérifier que ça fonctionne et faire les évolutions dont il y a besoin. Et ça, c'est la définition qui est dans l'ISO 9001 du leadership. Si ça, c'est défaillant, ça marche pas. L'autre pilier, justement, c'est l'implication du personnel. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut que chacun, sur son périmètre, sache ce qui est attendu de lui, son rôle, ses responsabilités, et les compétences pour faire ce qui est attendu de lui, et le fasse. Et le responsable qualité, lui, peut pas boucher les trous, faire le boulot de tout le monde et être derrière. C'est juste, là, c'est du burn-out garanti, et vraiment, ça ne marche pas. Donc, implication, ouais, complètement. Et c'est là où c'est super marrant, c'est-à-dire que vu que c'est volontaire, dans les 20% des cas c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est le gars qui choisit et du coup au final c'est de facto qui déploie ça. Par contre, quand c'est imposé par les clients, ils se posent effectivement la question du pourquoi. Qu'est-ce que ça leur apporte aux clients d'avoir des fournisseurs certifiés ISO 9001 ? Alors le principe de base, c'est de dire plutôt que le client doivent aller auditer chacun de ses fournisseurs pour s'assurer qu'il a une maîtrise de ses activités, qu'il sait traiter des non-conformes, etc. On a mis en place une certification par une tierce partie, et le client va s'appuyer sur le fait que un organisme accrédité a fait cet audit pour lui, en fait. On fait l'audit une fois par an, et plutôt que 15 clients viennent chacun faire un audit. Donc le client fait moins d'audits, le fournisseur a moins besoin de se faire auditer, et on a trouvé un référentiel, un langage commun qui va servir de référence entre les deux. Le problème, c'est que oui, certes, quand on est certifié ISO 9001, ça sous-entend qu'on répond aux exigences de l'ISO 9001. Par contre, en aucun cas, ça ne garantit qu'on est efficace, qu'on est performant et qu'on s'améliore. Ça garantit par contre qu'on répond à des exigences précises, successives. Mais la raison de s'appuyer sur l'ISO 9001, alors ça peut être celle-là, c'est de dire on travaille avec des gens qui travaillent bien, dit de manière triviale. C'est bien sûr. Ça peut être aussi on veut travailler entre nous, entre gens qui parlent le même langage, qui sont capables de mettre un budget, on met un petit côté barrière à l'entrée. C'était très vrai avec la Chine à une époque, alors c'est plus vrai aujourd'hui du tout, mais je sais que dans l'automobile, surtout, c'était vrai avec la Chine il y a 20 ans, où on imposait, alors pour le coup dans l'automobile, c'est totalement imposé la certification assez contractuelle entre constructeurs automobiles et fournisseurs. Donc, pas de certif, on ne voit pas, en clair. C'était un moyen de laisser les Chinois à l'écart. Bon, aujourd'hui, c'est le pays où il y a le plus de certificats ISO 9001 dans le monde. Quand je dis le plus, c'est 10 fois plus que dans le pays suivant, donc c'est plus vrai aujourd'hui, mais c'était vrai à une époque. Toujours, c'est l'application de la philosophie, quoi. Enfin, c'est ça. Il faut vraiment que les gens qui se motivent à cette démarche comprennent la philosophie pour l'appliquer correctement. Après, sinon, ça fait un peu comme ça fait penser un peu à la Wii et le Wii Sport, où les gars, tu sais, ils étaient sur leur canapé et puis ils faisaient du bowling en bougeant vite fait la main, quoi. Effectivement, oui, ils répondent aux critères du truc, mais c'est pas ça. On perd complètement le bénéfice, quoi. C'est ça, et puis t'as un autre aspect qui est que ok, t'as besoin d'une certification pour arriver sur un marché où les clients le demandent, très bien, tu fais ta certification, et puis derrière, ils te retiennent, et puis au bout de 6 mois, ils t'écartent du panel parce que t'es incapable de faire de la qualité. C'est pas parce que t'as eu la certification que tu vas te garantir un marché pendant 10 ans derrière. C'est juste une porte d'entrée pour avoir le droit de discuter. Ouais, c'est le prérequis numéro 1, mais c'est rarement le seul critère de sélection. Si t'as pas le capacitaire, si tes produits, t'as trop de non-conformité, si tu traites pas les réclamations en temps et en heure. Enfin, il y a tout un ensemble de raisons qui vont faire que tu vas juste arrêter, tes clients vont arrêter de collaborer avec toi. Donc c'est en aucun cas suffisant pour garantir, c'est vraiment qu'une porte d'entrée. Ça, dans certains secteurs, ça te donne le droit d'aller discuter. Voilà. D'accord. Donc ça peut être suffisant, l'assertif, évidemment. C'est une première étape, ouais. Et donc, dans tes explorations, justement, parlons-en un petit peu plus, que quand tu te
pointe dans une entreprise, voilà, et qui a pas, enfin, j'imagine qu'il y a quand même toujours un peu un système qualité, ou des fois il n'y en a pas du tout. Et est-ce que ça crée des problèmes similaires, ou qu'est-ce que ça fait dans une entreprise où il n'y a pas de système qualité? Alors, en général, ce qu'il y a toujours, quand même, c'est du contrôle qualité. C'est-à-dire que quand on dit système de management, il y a une dimension organisationnelle. On a représenté les choses, on les pilote, on a modélisé les activités. Là, on est dans un système. Quand on n'a pas fait ce travail, ce qu'on va quand même retrouver, c'est du contrôle en production, le contrôle de produits finis. On va avoir quelques éléments quand même. Par contre, les problèmes qu'on va trouver, c'est déjà des performances qui sont pas terribles. Vraiment en termes de rendement de production, de taux de satisfaction client, de non-conformité. Pourquoi ? Parce que alors les causes peuvent être diverses, hein, ça dépend des contextes des entreprises, mais ça peut être une entreprise, une TPE qui a grandi et qui a pas pris le temps de s'asseoir pour se structurer, s'organiser. Donc on se retrouve avec des responsabilités qui sont floues. Le commercial qui fait le rôle du responsable qualité parce qu'il veut que ses clients soient contents au lieu de s'occuper du produit, de la conformité du produit. J'ai une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, et voilà, il crée la fonction de responsable qualité, enfin QSE à l'époque. En arrivant, donc j'ai découvert que celui qui traitait les réclamations était le commercial, qui estimait à son juger si un produit était conforme ou pas. Bon, voilà, typiquement, quand on va mettre une 9001, non, approche factuelle, c'est-à-dire que je dis que c'est conforme ou pas en me basant sur un cahier des charges et un contrôle fait par une personne qui est formée, avec des moyens qui sont vérifiés, et ainsi de suite. Et à la fin, j'ai un élément factuel. Pas j'estime que, et puis le lundi à 8h et le mardi à 9h, j'ai pas la même vision. Ça, c'est quelque chose. Il regardait juste pour savoir s'il remboursait son client ou pas. Il se posait pas la question d'où vient la non-conformité. Ouais, voilà. Et puis, en fonction du fait que le client fasse une réclamation ou pas, grosso modo, le même produit allait être conforme dans une entreprise et pas dans l'autre. Ça, c'est pas possible. Après, ce qu'on va retrouver aussi, c'est un manque de méthode. C'est-à-dire sur de l'analyse de rebuts en production, par exemple. Comment je les identifie, comment je les trace, sur quel sujet on travaille, comment on fait des analyses de cause, comment on agit derrière avec des actions correctives, préventives, comment on s'assure que ça fonctionne, que c'est efficace. En général, on va plutôt être en mode pompier permanent, traiter les problèmes comme ils arrivent, éteindre le feu, et puis traiter le feu suivant, le départ de feu suivant. Ça, c'est très courant. Et puis, ce qu'on trouve surtout, c'est un décalage entre ce que voudrait faire le dirigeant, sa stratégie, et puis les ressources et l'organisation qui sont censées la réaliser. À un moment, si on veut être leader dans ce marché, dans cette région, sur tel produit, mais que derrière, on ne sait pas qui fait quoi, on perd 10 points de production tous les jours parce qu'on n'est pas organisé, pas efficace, ça peut pas marcher, quoi. Et finalement, c'est un manque de cohérence, d'alignement entre le stratégique et l'opérationnel, et puis des problèmes récurrents qu'on ne sait pas traiter dans le fond. C'est surtout ça qu'on trouve quand il n'y a pas de système, quoi. C'est trop marrant parce que les problèmes que tu décris, c'est tous les problèmes qui, dans l'industrie pharmaceutique, sont pas censés être gérés par la qualité. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Arnaud Belladi, hein. Mais moi, en entendant Benoît s'exprimer, je me dis, quand même, malgré tout ce qu'on galère, on a quand même de la chance dans la pharma, quelque part, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont de facto en place. Alors oui, c'est pas la qualité de les gérer, mais au moins c'est en place. Et en fait, évidemment, on a toujours de la résistance, on a toujours des gens qui sont pas forcément de bonne volonté, mais c'est comme ça, c'est acté en fait. Et quand tu arrives dans une entreprise où la qualité, c'est pas forcément acté, il y a pas forcément des choses en place. C'est un autre délire, quoi. C'est clair. Moi, ce que je ferais comme remarque, entre autres aussi, c'est que on disait toutes les industries pharma ont le même problème, mais en fait, j'ai envie de dire toutes les industries ont le même problème, parce qu'on a aussi travaillé dans des entreprises pharma qui sont en mode pompier et qui prennent pas le temps de traiter les sujets et qu'il faut avancer, alors qu'on a notre système de référencement des non-conformités, des choses comme ça. Donc, on est tous dans le même bateau, en fait.
Et ben, je pense qu'il y a aussi une vraie dimension culturelle, et ça rejoint ce que vous venez de dire tous les deux, c'est-à-dire que quand on démarre cette démarche qualité, le début, c'est pas de mettre des procédures. Le but, c'est de faire comprendre pourquoi on va passer du temps, qu'est-ce que ça va faire gagner derrière, et petit à petit, on commence à créer une culture de l'amélioration qui passe par l'analyse, qui passe par de l'organisation, de la rigueur, etc. Et en fait, quand on arrive dans une entreprise qui a un peu marché comme elle pouvait, qui s'est pas trop posé la question de système de management avant, c'est la culture qui est hyper défaillante. Donc on va expliquer le bien fondé de traiter, d'analyser un non-conforme. Quand vous allez dans l'automobile, ça déroule la méthode et en 48 heures, le client a une réponse, point barre. Parce que tout le monde sait que c'est indispensable. Parce que la culture, elle est vachement plus avancée. Mais ce qui veut dire quand on se lance dans les démarches, j'essaie de parler le moins d'ISO possible, en fait. C'est pas la technique ISO normative qui est intéressante, c'est beaucoup plus la culture. Mettre les gens dans le bon sens et le bon mindset, et petit à petit leur faire comprendre que l'ISO, c'est juste, c'est une manière de mettre en œuvre ce mindset et d'amélioration de la perf. L'objectif, c'est ça, c'est on s'améliore, on avance. C'est ça que je disais par rapport au fait que ça soit pas la qualité qui gère ces trucs-là dans notre secteur, c'est-à-dire que on a perdu le pourquoi. Du coup, on a créé des services de performance, alors que tout ce que Benoît dit depuis le départ, c'est en fait, il n'y a pas de différence entre la performance, la qualité. En fait, c'est grâce à la qualité qu'on a de la performance. Et voilà quoi. Enfin, je trouve ça trop classe. C'est quoi la qualité? Ça, c'est drôle. C'est un de mes posts dans des prochains jours. J'ai presque fini de le dire. Mais c'est quoi la qualité? Et parce que, en fait, ça dépend d'à qui tu demandes. Tu demandes à Madame Michaud dans la rue, c'est quoi la qualité? Elle aura une réponse. Tu demandes à un dirigeant d'entreprise, il aura une réponse. Tu demandes à un qualiticien, il en aura une autre. Tu vas voir un maintenancier ou un méthodiste, il en aura une autre. Et la grosse difficulté, c'est de se faire comprendre les gens sur un terme que je tendance à éviter le plus possible, en fait, le terme qualité, parce qu'il est trop sujet à interprétation. Et quand je dis obtenir, le système, son but, c'est amener de l'efficacité, de la performance. Donc, on atteint les objectifs qu'on se fixe. C'est à ça que ça sert. Et la qualité, c'est j'atteins mes objectifs. C'est sur du produit, j'ai les produits conformes. C'est sur du client, j'ai du client satisfait. C'est sur de la prod, j'ai du rendement au bon niveau et du temps de cycle au bon niveau. Et finalement, on applique la méthode système de management aux objectifs qu'on se fixe, quels qu'ils soient. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. C'est pas juste on va faire de la qualité, je vais devoir produire du doc, ça va être chiant. Non, c'est pas que ça. Même si ça peut être chiant. Ouais, donc au final, si on demande quels sont les objectifs de l'entreprise, on verra. Selon la réponse, on verra où est-ce que théoriquement la qualité va, quoi. Mais je vais plus loin, c'est que moi je pense que la fonction de qualité c'est une aberration, ça ne doit même pas exister. Je reviens sur les principes de l'ISO 9001. Approche processus. Donc tu as une entreprise qui a des activités. Tu découpes ces activités en plusieurs processus qui interagissent entre eux. Chaque processus, son job, il a des données d'entrée, des éléments, il doit les transformer en données de sortie. Il rajoute une valeur ajoutée entre les deux. Chacun fonctionne avec les autres. Les infos, le matériel, les produits circulent, tout ça. Et à la fin, tu livres tes produits. La qualité, en fait, c'est piloter chacun de ces processus que je mesure avec des indicateurs sur lesquels je fixe des objectifs et faire tout ce qu'il faut pour que chaque processus atteigne ses objectifs. Avec des responsabilités, avec des ressources humaines, avec du matériel, avec des produits, avec des procédures, avec tout ce que tu veux, avec du traitement de ce qui n'est pas l'objectif. Et en fait, moi, j'aimerais bien qu'on enlève le mot qualité, qu'on parle de système de management tout court. Système de management de l'entreprise. Parce que c'est ça qu'on fait, en fait. C'est ça que les normes ISO demandent. Ouais. Et ce qui est mal compris. Ah, c'est intéressant, hein. T'en penses quoi, Arnaud? Moi je suis assez d'accord. Après je pense que quelque part, quand j'ai monté l'académie de la qualité efficace là, pour l'industrie pharmaceutique, moi je viens dans ma formation. Quand j'ai fait mon master en fin d'études, c'était un master qui était un peu plus généraliste en qualité que juste les bonnes pratiques de fabrication. J'avoue, sur le moment, ça me saoulait un peu en fait.
Mais du coup, ça m'a ouvert à pas mal de visions différentes de ce que c'est que la qualité et c'est donc, enfin, je suis assez d'accord quand Benoît, tu dis en fait, ça devrait même pas exister, c'est juste le management de l'entreprise. Après, il y a un truc quand même qui sous-tend, c'est dans tous les cas, t'as cette notion. Je vais pousser le bouchon un peu loin, hein, mais t'as cette notion de il faut prouver que parce que il y a un organisme certificateur qui va venir voir, ou dans la pharma parce que il y a les inspecteurs de la NSM, etc., qui vont venir voir. Et du coup, finalement, il faut prouver que fait qu'on génère des enregistrements, des preuves qui sont pas forcément tout le temps utiles. Je suis pas en train de dire que les enregistrements c'est inutile, parce qu'il y a des enregistrements qui sont très utiles au-delà de il faut prouver que, mais finalement un des problèmes dans la qualité, c'est cette notion de il faut prouver que, et du coup ça fait qu'on génère des enregistrements juste pour prouver que, dans certains cas, et ces enregistrements ça génère de la charge de travail, et donc une entreprise qui a pas forcément besoin de faire de la qualité, ouais, et fait chier quoi, hein, de devoir se lancer là-dedans et de se rajouter cette charge de travail pas forcément tout le temps utile. Et donc ça pose des questions. Après voilà, je sais bien qu'on n'est pas dans le monde des bisounours où on pourrait dire on n'a plus besoin de prouver et en fait on sait que les gens font. Non, c'est pas vrai. Mais bon, c'est un peu dommage quoi. Une entreprise qui a pas besoin de faire de la qualité. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu me la présenteras là. Non, mais qui a pas besoin de faire de la qualité au sens de se faire certifier par un truc. Enfin voilà, je suis d'accord. Après il y en a plein, hein, des entreprises qui font pas de la qualité, malheureusement. Ouais, mais après, par rapport à ce que dit Benoît, ça devrait pas exister, parce que tu fais quand même toujours des trucs que tu dois piloter et que tu dois et atteindre tes objectifs, quoi. Donc au final. Ouais, bien sûr. Mais je pense que pharma, c'est quand même un secteur qui est connu pour être plutôt dense au niveau documentaire et enregistrement. C'est pas le plus léger. Et donc ouais, je suis pas très surpris. C'est clair. Même à l'extérieur, hein, même en dehors, on le sait. Mais après mais tu sais, même à l'intérieur, on le sait. Hein. Ouais, je me doute. Mais ce que j'essaie, moi, d'expliquer aux gens alors, hors pharma, mais qui viennent me dire, oh là, il y en a marre des docs, ça sert à rien et tout. Je dis, ouais, mais en fait, le but du jeu, c'est pas de produire des docs. Le but du jeu, c'est de trouver l'organisation, puis la manière de travailler opérationnelle, pour qu'en fait, on soit bon, l'entreprise gagne de l'argent, se développe et puis soit pérenne. Sauf que, en fonction du produit qu'on fait, des clients qu'on a, du secteur, ouais, on a besoin de se protéger, on a besoin de choper des preuves, on a besoin d'enregistrer des choses. Je prends l'exemple de l'automobile. Le jour où il y a un accident mortel, on va aller voir tous les fournisseurs des composants du véhicule pour voir s'il n'y a pas un composant non conforme dans l'histoire, et on va aller voir s'il y a bien tout a été contrôlé tel que prévu, tel que convenu, tel que signé au départ. Donc ça, c'est chiant à faire, ouais, de collecter ces preuves. Par contre, c'est nécessaire. C'est clair. Les enregistrements permettent de faire de l'analyse, de prendre des décisions, ils sont nécessaires aussi. Mais par contre, ce qui m'a toujours saoulé, c'est quand les gens sont tellement noyés dans ce qu'on leur demande d'un point de vue documentaire, ils ne voient que ça, en fait. Ils ne voient que les documents, et la qualité, c'est chiant parce que c'est que des documents, que ça sert à rien. Et là, à mon sens, c'est une défaillance dans la mise en place du système et son animation de pas être capable de leur donner du sens à ça, de leur expliquer pourquoi il faut le faire. Et même si c'est pénible, une fois qu'on a bien compris à quoi ça sert, c'est un peu moins pénible en général. Et ça participe à l'implication aussi. Mais ça demande du temps, ça demande de discuter, d'expliquer. Si les gens ils réduisent la qualité au papier, c'est que celui qui doit animer la qualité, il a loupé quelque chose, quoi. Après, en fait, c'est un peu ce qu'on rencontre, comme tu décrivais, Paul-Adrien, en introduction, quand on va sur un site qui part de zéro, type start-up, et qui veut mettre en place, c'est de bien comprendre que de mettre en place un système qualité, c'est pas faire des procédures ou des politiques. Ça veut dire, on va définir des modes de fonctionnement et on va avoir besoin de les documenter pour que ça soit pérenne dans le temps, ok.
Mais en fait, le truc, c'est juste définir les modes de fonctionnement. Et définir ces modes de fonctionnement va nous permettre d'identifier des rôles et responsabilités, donc d'orienter des prises de décision sur de l'organisation, sur des outils, sur des trucs comme ça. La doc, c'est juste la manière de pérenniser les modes de fonctionnement qu'on a décidé. Parce que si on fait une réunion entre nous, tiens, on va fonctionner comme ça maintenant, et puis 5 mois après... c'est fini, quoi. Enfin, ça peut complètement changer. On sait plus ce qu'on a décidé. Il y a peut-être des gens qui étaient pas dans cette réunion où on a décidé qu'on allait fonctionner comme ça. C'est juste une manière d'ancrer dans le marbre le mode de fonctionnement qu'on a décidé. Mais la qualité, pour moi, c'est définir les modes de fonctionnement. La doc, c'est juste annexe, en fait. Ouais. Tout l'enjeu, c'est du coup le dimensionnement du système documentaire. Avoir le strict minimum nécessaire pour que ça fonctionne. Et qu'on sache prouver ce qu'on a besoin de prouver, parce qu'il y a des exigences qui font qu'on a besoin de prouver. Ouais. Et donc c'est une bonne transition, ça. Donc on a parlé des problèmes liés à l'absence de système qualité, mais alors est-ce qu'il y a aussi des problèmes liés au système qualité déjà en place que tu rencontres? Ouais, il y en a. Généralement, il y en a deux. Les deux principaux. Le premier, c'est un système qui a été conçu pour une certification, et uniquement pour une certification, et qui du coup vit complètement en parallèle de l'activité réelle de l'entreprise. Et là, c'est typiquement, on fait des docs pour l'ISO, on fait des docs pour l'audit, on fait des réunions, on fait une revue de direction parce que l'ISO dit il faut faire une revue de direction, mais en parallèle, on fait des réunions de management annuelles avec de la prise de décision. Bon, parce qu'en fait, vous faites la même chose, sauf qu'au lieu de comprendre quoi c'est la même chose et que la revue de direction, ça sert à faire un bilan annuel et puis à regarder dans le rétro pour prendre des décisions et puis faire des évolutions pour la suite, voilà, on le fait en parallèle. Donc ça c'est assez typique d'entreprise où le dirigeant a pas compris en fait à quoi ça servait. Je dis dirigeant parce que ça doit monter jusqu'à lui. Si lui il comprend pas, en général, on reste comme ça parce qu'il n'y a pas de ressources allouées pour fonctionner autrement. Mais c'est dommage parce que là, du coup, on donne une impression vraiment inutile à la qualité. Et puis après, l'autre gros problème, ça va être plus alors paradoxalement, des entreprises qui sont certifiées depuis longtemps, qui sont plutôt matures sur leurs pratiques en qualité, mais qui leur problème à elles, c'est qu'avec le temps, avec chaque évolution de normes, donc comme l'ISO 9001, donc il y a des nouvelles exigences qui arrivent, et donc on rajoute des couches. Et on rajoute des couches. Et tous les 5, 8, 10 ans, on rajoute une grosse couche parce qu'il y a une nouvelle version de la norme. Et là, c'est des entreprises où du coup, il y a un système gigantesque. On fait des choses, mais on ne sait plus pourquoi. Parce que ça répond plus aux exigences de la norme en vigueur, mais celle d'il y a 10 ans, mais peut-être que quelqu'un en a besoin, et puis du coup, on le laisse. Ça devient souvent assez routinier aussi. Et là, le problème, c'est que les gens, ils sont... on les perd, en fait. Les gens sont plus impliqués, les gens, ils font pas ce qu'on a dit de faire, mais il y a plus beaucoup de valeur ajoutée, il y a plus d'amélioration, en tout cas. C'est ça, les deux soucis, quoi, ouais. C'est excellent parce que ça décrit vraiment, comme dit un peu Mélanie, ça décrit vraiment nous ce qu'on a, quoi. Alors que tu vois, quand t'as de nouvelles exigences qui arrivent, la première réflexe à avoir, c'est remettre en question les règles en place, les procédures en place. Est-ce qu'elles sont toujours en vigueur? Est-ce qu'il faut les adapter? Est-ce que je peux en combiner? Et puis éventuellement, j'en crée une nouvelle. Mais avant d'en créer une nouvelle... Nous, les nouvelles exigences, elles vont aussi passer par un auditeur, soit autorité de santé, soit client, quand on est sur des CDMO, qui va dire « Ah, moi, je voudrais que vous fassiez ça ». Et puis celui d'après, il dit « Ah, je trouve qu'il manque cette ligne-là dans cette procédure, tu rajoutes la procédure. » Et comme tu dis, tu te poses pas la question ok, le client veut faire ça ou l'autorité nous demande de faire ça, mais tu rajoutes la couche sans te poser la question si ça complète ce que tu as déjà, si ça remet en cause ce que tu as déjà, et tu le fais parce que derrière, il y a quelqu'un qui est un peu en mode en autorité, et tu dis, tu vas faire parce que sinon, tu vas pas satisfaire ton client, tu vas pas pouvoir former ton audit, ou alors tu auras des problèmes des problèmes. Ça peut aller très loin avec l'autorité qui vient t'inspecter, quoi, qui peut te dire, je vous mets des écarts majeurs, et voilà, vous avez pas répondu à ma demande, et s'ils reviennent après la fois suivante et qu'ils voient que et voilà, et ça explique qu'il y a des couches qui se rajoutent, qui complexifient le système, et tu remets pas forcément toujours en cause
ce que l'inspecteur, moi j'ai déjà eu dans certaines entreprises qu'on dit oui mais on fait ça parce qu'il y a 5 ans il y a un inspecteur qui nous a demandé de le faire. Ouais mais place cette exigence dans un système et pose-toi la question de comment tu peux faire évoluer ton système dans la globalité et pas juste ce point-là demandé par un inspecteur. Ça, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé dans les audits quand un auditeur fait ça. Parce que c'est le moment où je lui dis non. Non. Parce qu'en fait, c'est pas son mandat de me dire comment il faut faire. Son mandat, c'est de constater si ce qu'il voit est conforme ou pas. Il peut avoir un avis, mais en fait, la réponse, c'est non. Mais par contre, je l'ai vu souvent. Pour le coup, je l'ai vraiment vu souvent aussi. On a fait parce que, et puis du coup, on superpose des trucs qui sont incohérents. Parce que c'est quelqu'un qui est venu à un moment qui a dit qu'il faudrait faire ça, au lieu d'oser lui dire bah non, en fait, on a réfléchi à comment on fait et on pense pas que ça ce soit la bonne manière de faire. Mais ce qu'on a fait est conforme, par contre. C'est ça que vous constatez. Ouais. Alors, vis-à-vis d'un inspecteur d'une autorité de santé, la latitude de lui dire non, on aura du mal. C'est vrai qu'après, de comment tu le fais... je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord, Mélanie. Je pense que ça, c'est des barrières psychologiques et des biais cognitifs qu'il faut qu'on n'ose pas dire non. Ou alors, c'est qu'en fait, on n'a pas bien confiance dans notre mode de fonctionnement et que c'est juste que oui. Bah, y a un truc qui est en place, mais c'est pas qu'on peut pas dire non à un inspecteur. Ça, c'est pas vrai. Je renvoie à une autre vidéo de notre chaîne YouTube sur la conférence sur les biais cognitifs et l'interprétation des remarques d'inspection. Mais typiquement, moi, le biais cognitif, l'entreprise avec qui je travaille en ce moment avait eu un constat comme ça à son précédent audit et me dit l'auditeur nous a mis un point sensible là-dessus. Il nous a suggéré de faire comme ça. J'ai dit, oui, ok, il vous a suggéré. Bon, alors, il était sympa, il vous a donné une piste. Maintenant, il n'y a aucune exigence, en fait. Il n'a pas exigé. Bah non, mais il a suggéré, donc il faut qu'on fasse comme ça. Eh ben non. Ben non. C'est pas dit en venant un jour, 2 jours, qu'il aura compris tout le contexte, la réflexion de pourquoi on fonctionne d'une manière plutôt que d'une autre, ou qu'on a fait un choix plutôt qu'un autre. Après, il peut avoir des idées, il voit beaucoup d'entreprises, et ça fait un peu de benchmark, c'est ok, très bien. C'est pas autant, c'est pas dire que il faut boire tout ce qu'il raconte comme une parole d'évangile. Mais c'est pas facile de dire ça. L'auditeur a une image d'autorité. Et il faut être bien dans ses baskets et sûr de soi pour le faire, je pense. Comme tu disais, Arnaud. Ouais. Moi, ça m'intéresse de savoir justement comment tu fais pour trouver des clients, en tout cas, parce que du coup, pour nous, comment tourner la question ? Pour nous, dans l'industrie pharmaceutique, la qualité, c'est obligatoire. Il y a des consultants qualité, mais à tire-larigot. Donc notre challenge, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot. Mais c'est vraiment un truc. Enfin voilà, t'as de tout et de n'importe quoi. Ma question, c'est justement quand on va s'adresser à des sociétés qui, entre guillemets, sont pas contraintes de le faire, mais bon, elles le sont quand même contraintes par les clients, etc., comme on a discuté jusqu'à maintenant. Comment est-ce que on fait pour justement trouver ces clients, en sachant que ça peut être n'importe quelle entreprise, quoi. Ouais, c'est une bonne question, effectivement. Alors, ça va dépendre de ce qu'en tant que consultant, tu fais comme choix d'orientation de ton activité. Parce qu'effectivement, du moment où tu es généraliste, alors quand je dis généraliste, déjà qualité potentiellement multisecteur, mais tu peux rajouter sécurité, environnement, et puis faire des systèmes de management QSE, tu es encore plus généraliste. C'est toi qui commences par faire des choix. Est-ce que je fais un choix sectoriel ? Est-ce que je fais du BTP ? Est-ce que je fais de la logistique ? Voilà. Pourquoi ? Pour gagner une crédibilité dans un secteur, tout simplement donner une référence dans ton secteur. Ça, c'est une première chose. Après, tu peux... Il y a un truc qui est difficile, c'est que sur des prestations que tu vas pouvoir réaliser, dans l'absolu, l'entreprise, très souvent, pourrait les faire sans toi. Mettre en place un système de management, fondamentalement, si tu vas former ton responsable qualité à l'ISO 9001 et qui sait faire de la gestion de projet, rien ne l'empêche de piloter le projet en interne et de mener le projet en interne.
Ouais, d'ailleurs, ce que font certaines entreprises, tu vois, elles vont prendre... mon tout premier job, d'ailleurs, ça a été ça. C'était un CDD d'1 an pour mettre en place un système, et puis un CDI derrière. Mais c'est d'abord une mission d'1 an. On construit les bases du système, et puis on vise une certif. Ce qui veut dire que quand tu discutes avec les entreprises, il faut leur apporter quelque chose de plus. Soit elles vont externaliser parce qu'en fait, en interne, elles n'ont pas les ressources. Alors, soit en temps, en fait, ils ont un responsable qualité, mais il est déjà au four au moulin, il va pas pouvoir gérer le projet. Soit en termes de compétences, parce que c'est nouveau et parce qu'ils n'ont pas la personne qui pourrait faire monter sur ce projet en interne. Donc ça, c'est une première chose, c'est tu vas avoir une fenêtre de tir s'il n'y a pas la ressource en interne. L'autre aspect, c'est que si vraiment tu es sur quelque chose de particulier, qui demande une expertise plus pointue que juste mener le projet. Par exemple, mettre plusieurs référentiels en même temps, ou le faire sur un temps très court, ou le faire dans un contexte d'entreprise difficile. Enfin, tout ce qui demande qu'il y ait quelqu'un d'externe. Après, il y a énormément de concurrence. On est quelques dizaines de milliers aussi, je pense, comme en pharma, et sortir du lot, c'est pas simple. Ouais, il y a beaucoup de concurrence en consultant qualité généraliste. Ouais, j'imagine bien, ouais. Mais moi, personnellement, comment je fais pour ça? En fait, j'écris sur LinkedIn, parce que là, du coup, il y en a plus beaucoup qui écrivent sur LinkedIn. D'accord. C'est un métier qui est quand même... C'est la manière de te démarquer. Ouais, complètement. Et là, je parle même pas de mon approche de la qualité ou du ton que j'emploie ou du style. Rien que le fait de communiquer sur un réseau social, professionnel en l'occurrence, mais c'est un réseau social quand même. Rien qu'en faisant ça, je me démarque de 80% des consultants. C'est clair. Qui sont pas des digital natives, qui sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux, qui travaillent principalement en présentiel et en déplacement. Donc en fait, ils ont pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Et ça, voilà, c'est un axe différenciant. Au contraire, de travailler plutôt en distanciel, du moins autant que possible, ce qui laisse beaucoup plus de possibilités d'être sur les réseaux et puis de se rendre visible. Et pour tout dire, aujourd'hui, je fais pas de prospection en fait. J'ai que des demandes entrantes par les réseaux. Alors, soit le réseau physique que j'ai quand même, le réseau in real life, mais par LinkedIn aussi. D'accord. Mais je suis pas la norme en tout cas. C'est pas le cas courant pour les consultants de qualité. Ça, c'est marrant. Ok. Et alors donc, toi, par rapport à ton expérience, quand tu vas dans une entreprise, quelles sont les étapes de ton intervention? Donc voilà, moi j'ai une entreprise Padriamaton, voilà, j'aimerais mettre en place un système ISO. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, la première, quel que soit le cas, c'est de comprendre le contexte de l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai souvent eu le cas soit de dirigeants, soit de responsables qualité qui me contactent et qui me disent bon, on a un souci, on aurait besoin de 2 jours un prestataire pour travailler là-dessus. Ok. Alors, les 2 jours, c'est moi qui vais te dire s'il faudra 2 jours ou pas. On va commencer par c'est quoi le contexte, c'est quoi le problème et de quoi vous avez besoin. C'est la gestion de projet, hein, une mission de prestat. Au début, phase exploratoire, on comprend bien, on défriche, on prend les messages et après, on commence à savoir si on peut faire ou pas et ce qu'on propose. Comme un besoin de certif. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une certif? Ah, en fait, il faut payer la certif. Ah, bah ouais. Contrainte de timing. Non, on peut pas certifier une entreprise qui part de 0 en 3 mois, c'est pas possible. Donc, vraiment défricher au départ un max d'infos. Et alors après, en gros, on va faire appel à moi pour 2 grosses familles de missions. Soit de la mise en place de systèmes. On part de 0, on va dérouler une méthode. L'objectif à la fin, c'est d'avoir un système généralement qui va vers une certification, parce que c'est quand même dans la majorité des cas le déclencheur. Et l'autre grande famille d'intervention, c'est on a déjà un système, par contre on a un problème avec notre système. Et qui peut être lié à de la surcharge documentaire, à un manque de leadership, un manque d'implication des gens, des problèmes plus techniques de processus de gestion de réclamation, où là on va faire un scope plus court et puis on va zoomer sur ce problème. Je reviens sur le premier cas, mise en place d'un système. Les étapes, en gros, c'est quoi? Une fois qu'on a défriché, qu'on est d'accord avec le dirigeant de ce qu'il veut faire, on commence avec le dirigeant et l'équipe dirigeante. Formation aux exigences de la norme et à leur rôle. Qu'est-ce qui va être attendu d'eux? Parce que tout, c'est le truc, la clé de voûte. Le leadership, tant de la direction que de l'équipe d'encadrement. Si eux sont pas les locomotives, s'ils tirent pas, s'ils sont pas exemplaires, s'ils comprennent pas ce qu'on fait dans ce projet, aucune chance que les autres suivent quand on va leur ajouter des contraintes et des choses nouvelles. Première étape. Après, on travaille avec eux sur la stratégie d'entreprise.
Il y a des exigences dans l'ISO 9001 là-dessus, de définition de contexte, d'enjeux internes, externes, de parties intéressées, lesquelles sont pertinentes, leurs besoins, leurs attentes, les risques et opportunités sur tout ça. On fait cette partie stratégique pour aboutir à une politique qualité et des objectifs qu'on se fixe, dans le but de réaliser cette stratégie. C'est trop marrant. Une fois qu'on a ça, on met en place un plan de communication. Alors ça, c'est l'étape qui va être en filigrane pour toute la suite du projet. Ouais. Mais comme un des enjeux, c'est d'impliquer l'ensemble des collaborateurs, on va devoir leur donner de l'info au fur et à mesure sur le lancement du projet, et puis on distille ce que c'est l'ISO, le système qualité, les nouveaux termes de vocabulaire, l'avancement du projet au fur et à mesure. Alors on va alimenter ce plan de com. Et puis on va passer au processus. Et prendre la globalité de l'activité de l'entreprise, et puis la découper comme un puzzle, en regroupant les activités il y a une logique à regrouper ensemble, de deux manières. En prenant on suit le flux de création de valeur, on a des étapes successives, ou alors on va se caler sur l'organisation existante par service, et caler des processus sur les services. Bon, je ne vais pas la faire trop technique, les deux existent, les deux fonctionnent en entreprise. L'approche sur les flux transversales, c'est plus puriste, dans l'esprit de l'approche processus. Par contre, ça amène d'autres problèmes qui sont pas forcément toujours faciles à traiter. De responsabilité, notamment. C'est exactement les questions suivantes que je voulais te poser, parce que ça m'intéresse vachement. C'est c'est quoi ta méthode toi, pour décrire les processus d'une entreprise? Et au final, on sait que faire la synthèse de tout ça, ça demande, enfin, de mon point de vue, après je sais pas si c'est vrai, mais ça demande énormément de disponibilité de plein de personnes. Parce que du coup, c'est très difficile. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est un truc qui est vraiment difficile à faire, quoi. Et donc, est-ce que tu as des conseils à faire, des conseils sur le sujet, etc. Alors, il faut qu'on se comprenne bien sur la description des processus, ce qu'on met derrière. Pour moi, la description du processus, c'est alors la définition d'abord. D'abord, on découpe pour connaître le périmètre de chacun des processus. Et une fois qu'on a ce périmètre, la description, elle est d'abord macroscopique. Qu'est-ce qui rentre? C'est quoi les grandes activités qu'on fait à l'intérieur? Et qu'est-ce qui sort? Ça, c'est le truc de base. Mais sans aller dans le détail de logigramme dans tous les sens, de procédure. Qui fait quoi quand Même pas. Qu'est-ce qui rentre? De quoi il a besoin? De quelle info? De quel matériel? De quel document a besoin le processus pour fonctionner? Pour faire les 2, 3, 4, 5 étapes de création de valeur qu'il réalise dans son périmètre. Et qu'est-ce qu'il a en livrable? Information, matière, document. Une fois que tu as ça, comment je mesure que ce qui sort est conforme à l'attendu? Donc on va définir des indicateurs qui permettent de mesurer la qualité des livrables qui sortent. Pour faire ce qu'on a prévu, ensuite j'ai besoin de ressources. Quelle personne, quelles compétences, et donc voilà, une gestion de compétences, du matériel qui va avec. Et on va organiser après la partie documentaire. Et la partie documentaire, mon approche, c'est de dire le moins possible. Ne surtout pas écrire des logigrammes sur tout ce qui se passe dans le processus, on s'en fout, ça sert à rien. Les seules raisons qui justifient d'en faire, c'est que il y a une complexité sur un enchaînement de tâches faites par diverses personnes, et on a besoin que ça soit fait dans l'ordre et qu'il n'y ait pas de risque là-dessus, qu'on gère le risque. Donc là, oui, là on écrit. Ou alors, c'est parce que c'est une activité qui est critique, qui est à risque, et donc on veut verrouiller et l'écrire, parce que l'écrit, la procédure, elle va servir à permettre de former les gens aussi, à les monter en compétences. Par contre, une fois que quelqu'un est compétent, moi j'ai jamais vu personne travailler avec une procédure sous le nez. Si on en est là, c'est... Alors, ça arrive peut-être, mais la logique, c'est que la procédure, ça pose le cadre, on forme les gens au cadre, et ensuite ils l'appliquent. Et on peut vérifier que c'est bien respecté, que c'est bien appliqué. Mais par contre, alors ça, c'est une possibilité de l'ISO 9001. Elle n'exige pas de documentation, très peu, concernant les processus en tout cas. Par contre, ce qu'elle demande, c'est de définir la documentation nécessaire afin de maîtriser les activités. Donc le strict minimum, et si on constate dans le temps qu'il y a des soucis, éventuellement on en rajoute là où il y a des soucis. Mais en aucun cas on décrit tout. Quelqu'un qui fait le boulot depuis 10 ans, qui sait parfaitement ce qu'il fait, on va pas aller l'emmerder à le mettre 6 heures dans une salle pour faire un logigramme de ce qu'il fait, quoi.
si ce gars-là, il s'en va? Ouais, c'est ce que j'avais posé comme question. Si ce gars-là, il s'en va, on va gérer le transfert de compétences. Éventuellement, soit on forme un backup avec un tutorat en interne, parce que c'est peut-être un savoir-faire particulier. Eh ben très bien, on le fait comme ça, le transfert de compétences. Ou alors, on va peut-être aller le filmer en train de travailler, puis on se fait une petite bibliothèque vidéo de séquences où il a cette connaissance qu'il est le seul à avoir. Ou alors, on va peut-être lui demander à ce moment-là de les formaliser, ces procédures, parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Ouais. On va faire une période de recouvrement avec son successeur. Enfin, on va s'organiser pour un transfert de compétences, qui n'est pas forcément une procédure. D'accord, marrant. Mais surtout le juste nécessaire. Ouais, ça c'est bien. Le gros problème des systèmes documentaires, enfin, quand je vois des documents, en plus avec les intranets documentaires, maintenant on a un peu de données sur la consultation, l'utilisation des docs. Un truc qui n'a pas été ouvert depuis 5 ans, qui n'a pas été revu depuis 6 ans, bon, ça sert à rien en fait. Ça ne sert strictement à rien, à part amener de la complexité à un endroit où elle est plus néfaste qu'autre chose. Ouais. Marrant ça. C'est pas mal. Et du coup, comment tu t'assures que les systèmes que tu as implémentés est toujours utilisé, voire même amélioré, même après la certification qu'ils ont obtenue? Ben, tout le job, c'est que en aucun cas, il dépend de moi, ce système. C'est ça tout l'enjeu. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt, pour prendre l'analogie bien connue, moi, je suis là pour apprendre à pêcher et à faire de la qualité dans l'entreprise. C'est pas une prestation de construction de système. C'est une prestation de pilotage de projet et d'accompagnement à ce que vous créez votre système. Sauf que je vous fais gagner du temps en vous montrant la méthode, en animant la méthode, en tenant les ficelles, mettant de l'huile là où il faut, en tirant les ficelles, exactement. Mais et c'est pour ça que je commence toujours avec les dirigeants, parce que c'est lui le leader à la fin. C'est lui qui va pousser, qui va demander qu'on lui rende des comptes, qui va mettre des budgets. Donc, de toute façon, si lui ne fait pas tout ça, le jour où ma mission est finie, on est sûr que le château de cartes, il tombe tout de suite. Si un pilote de processus fait pas servir de processus et qu'il n'y a pas un dirigeant qui lui tire les oreilles derrière, bon ben ça peut pas marcher. Ouais. C'est ça, c'est la clé de voûte, c'est la direction, comme tu disais au départ, quoi. Si elle a bien compris et s'il est bien impliqué, si du coup ce qui a été mis en place, ça leur est utile, normalement il n'y a pas trop de risques, quoi. Quand on parlait avant de la description du processus, il y avait la dernière étape après la doc, c'est les instances de pilotage. C'est qui se réunit quand pour vérifier que le processus fonctionne, que les résultats sont aux objectifs, qu'il n'y a pas de risque qui se serait manifesté à prendre en compte, voir s'il y a des besoins d'allocution de ressources ou d'adapter l'organisation. En général, c'est des revues processus, ça peut être des réunions de service, ça peut importe la forme, mais on va mettre ce pilotage. Et une fois que ce pilotage est en place, là, il n'y a plus besoin de moi. Et théoriquement, il n'y a plus besoin de responsable qualité non plus. Chaque pilote gère les instances de son processus, fait fonctionner son processus, et la logique veut qu'à partir de là, les différents processus fonctionnent ensemble, on a un tout qui avance et qui progresse. Et le job du responsable qualité, logiquement, c'est d'aller mettre de l'huile un peu partout pour que ça fonctionne, ce mécanisme. Donc le gros enjeu pour que ça marche une fois que moi je suis plus là, c'est que, il n'y a absolument rien qui dépende purement de moi dans la mission. C'est eux qui font. À la limite, je les aide pour gagner du temps quand on est sur un timing court, mais en aucun cas, c'est moi qui fais tout. Et puis surtout, un gros focus sur le rôle de chacun. Et leur expliquer le pourquoi de tout ça pour qu'ils s'impliquent et qu'ils s'engagent après. Pas parce que je leur demande, mais parce qu'ils ont compris en fait pourquoi c'est utile. Alors du coup, moi j'avais prévu une question à la base sur la lourdeur de ISO 9001, mais d'après ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure, au final, ça a eu l'air d'être assez levé, quoi. C'est-à-dire, ils ont fait ça peut-être un peu plus simple. Mais selon toi, par exemple, quand tu arrives dans un contexte de l'entreprise, est-ce que tu t'aperçois que certaines choses, que tu t'aperçois que certaines choses ne sont pas nécessaires, est-ce que tu t'autorises une certaine flexibilité en disant que si jamais ils se font auditer, oui, ils ont pas ça et on s'en fout, quoi. Ouais, la vraie question, si la mission, c'est de préparer un audit, de faire un audit blanc ou enfin quelque chose qui ressemble pour se préparer, c'est quelque part tant qu'il y a une réponse à l'exigence, pour moi c'est bon. Dans l'ISO 9001, on n'a pas d'exigence de moyens.
Il n'y a pas de méthode imposée, aucune. On doit faire des analyses de risque. On fait de l'AMDEC, du SWOT, on invente une méthode maison, peu importe. Tant qu'on analyse les risques, identifiés d'abord et puis pris en compte derrière pour les prévenir et puis les traiter s'ils se réalisent. Il n'y a pas d'exigence de méthode. Donc. Et comme on peut supposer qu'une communauté de communes et puis une multinationale dans le pétrole vont pas fonctionner de la même manière, évidemment, les manières de répondre aux exigences vont pas être les mêmes. Yes. Donc, quand on y répond aux exigences, ma foi, c'est bon. Et s'il y a des choses superflues, bon, après, mon job, c'est de le signaler. Et en général, de suggérer de les supprimer. Alors, en se demandant si c'est effectivement complètement superflu et que c'est... Voilà, qu'il n'y a pas quelque chose dont on a besoin quand même, mais dans l'absolu... moins il y en a, plus c'est clair. Enfin, quand j'ai une approche simple de la qualité, simple, c'est information stricte et nécessaire. Pas plus, parce que c'est déjà beaucoup, en fait, quand tu dis ça. Surtout pour des gens qui ont un cœur de métier, qui ont un savoir-faire, qui sont concentrés sur des choses toute la journée. Plus que tu viens de leur demander pour la qualité est précis, clair et limité en volume, mais suffisant, mieux c'est. Et ça, ce que tu viens de dire, là, tout ça, je pense que c'est une leçon assez importante, en tout cas pour nous. C'est-à-dire que, dans les BPF, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des fois, il y a des obligations, enfin, ils donnent des moyens et des fois non. Et au final, ils restent assez vagues de temps à autre. Et je pense que ce que tu as dit, c'est très vrai sur, tant qu'il y a une réponse adaptée à la question ou au truc qu'on traite, ça va. Et je pense que cette philosophie est complètement acceptée. Et parce que, par exemple, tu vois, là où on a beaucoup débattu, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a marqué dans les BPF une liste de procédures. Tu vois, il faut avoir une procédure pour ci, pour ça, pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Et putain, mais ça, moi, de mon point de vue, vu de ma fenêtre, en tout cas, ça peut paraître complètement débile, quoi. C'est-à-dire, si t'as couvert ces activités au travail, ou même si tu fais pas, ou si t'as pas besoin, ça a montré que t'avais pas besoin de le faire, ou j'en sais rien. Du coup, tu as une réponse adaptée au gars qui te demande elle où cette procédure. C'est écoutez, voilà, on a fait ci et ça, etc. Et on n'a pas besoin de cette procédure. C'est acceptable, quoi. Il n'y a pas besoin d'en écrire une pour dire de la merde dedans parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. C'est ça. Et alors, c'est intéressant parce que c'est l'évolution qu'a suivi l'ISO 9001 sur ces différentes versions. Si on revient aux versions des années 90, c'était hyper documentaire. Vraiment, la norme, en gros, on pondait des classeurs de procédures. Hein. Il fallait tout écrire. Et avec le temps, ça s'est allégé jusqu'à la version 2015 qui est en vigueur, où le terme procédure déjà a disparu, et où il y avait précédemment 6 procédures obligatoires qui ont disparu aussi. Et par exemple, aujourd'hui, avant, il y avait une exigence de procédure de traitement des produits non conformes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exigence de procédure de traitement des non-conformes. Par contre, il y a une exigence de traitement des non-conformes. Et donc, l'entreprise détermine si elle a besoin d'une procédure pour le faire ou pas. Et ça, je pense, c'est vraiment un des atouts de cette norme qui évolue dans le bon sens, en tout cas là-dessus. Ouais. De comprendre qu'on est dans un contexte socio-professionnel qui est tellement changeant, qui est tellement imprévisible, qu'il faut arrêter d'avoir des exigences qui amènent une rigidité, une inertie face au changement. Et le système documentaire hyper dense, c'est le cas. Quand il faut faire des mises à jour d'un système qui est super dense, mais le temps de finir la mise à jour, on a changé la manière de travailler, en fait. Je me souviens d'un cas de mise à jour d'intégralité des logigrammes de toutes les actions d'une entreprise, qui était pourtant une PME. Le projet a duré 1 an. Une fois qu'il était fini, on a recommencé, parce qu'en fait, ce qu'on avait fait 11 mois avant... les organisations ont évolué. Et là, tu te dis... Et ça sert à rien, en fait, de fonctionner comme ça. Ah, on a perdu notre temps. Mais c'est bien, j'allais dire, c'est bien que la norme ISO, elle est aussi, à la base, se soit remise en cause et poser la question de comment se structurer autrement, parce que nous, aujourd'hui, si on prend nos BPF, on est plutôt dans le stade où, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on rajoute une couche et on remet pas forcément en cause l'existant. Ouais. Après, dans ce qu'elle a rajouté aussi, c'est une approche par les risques et opportunités. Justement, ça va en complément de cette évolution. C'est de dire, posez-vous la question de savoir quels sont les risques qui pèsent sur le fait que mon système atteigne ses objectifs de performance ou les atteigne pas. Et gérer les risques. Et si le risque nécessite d'écrire des procédures, on le fait. Par contre, si on estime que c'est pas le cas, on le fait pas. Et du coup, c'est assez intéressant d'avoir une approche comme ça par le risque. On va prioriser en fonction d'un contexte qui est évolutif, plutôt que d'avoir quelque chose de systématique.
en termes documentaires, et par définition est beaucoup plus lourd. Ah, c'est fort. J'aime bien. Faut que je réfléchisse vraiment. Ça, tu vois, quand je vais faire le montage, je vais prendre des notes sur tout ce que tu dis pour réfléchir vraiment aux implications de tout ça, parce que c'est trop intéressant. Après, il y a quand même une dimension particulière, enfin, de ce que je comprends de pharma, c'est la dimension réglementaire, qui fait que vous avez un poids en termes de traçabilité beaucoup plus lourd que va l'avoir une PME qui fabrique des pots de fleurs en plastique, quoi. C'est clair. Je sais pas si, je suis pas si sûr que ça. Hein. Les pots de fleurs en plastique, si, parce qu'au final, les pots de fleurs en plastique ont jamais tué personne. Mais c'est oui, l'automobile, mais que l'automobile, non. Voilà, oui, ouais, bien sûr. L'automobile, non. Ouais. Alors, pour le coup, les pots de fleurs en plastique, c'est une des boîtes où j'ai bossé, et on a eu un cas de benchmark d'un pot de fleurs tombé du 4e étage dans la rue. À mettre plus de gamme. Donc, on a dû travailler sur les notices sécurité et comment les mettre, et les mettre à l'intérieur des balcons et pas à l'extérieur, les jardinières sur les balcons. Ouais, comme quoi, hein, ouais, non, mais c'est vrai. Quoi, ouais. Après, ça, c'est aussi le mésusage utilisateur, quoi. Ça, c'est un autre sujet. Vaste, après, tu quoi. disais automobile est très documentaire aussi. Par contre, il y a une grosse évolution en cours, c'est la numérisation de l'information. C'est-à-dire que de plus en plus de contrôles, c'est plus l'enregistrement papier, les résultats de contrôle, par exemple. C'est l'enregistrement des données des process d'assemblage et de fabrication. Et donc ça allège énormément, quoi. Et par contre, il y a la même exigence de traçabilité, de conservation pendant 15 ans des résultats de contrôle et de validation et de tests et compagnie. 15 ans, c'est plus que la pharma pour certains produits. Hein. Alors, c'est 15 ans sur certaines caractéristiques. Les cotations les plus élevées en MDEC, en fait, sont derrière une traçabilité de 15 ans. Ouais, mais après, tu vois, Mélanie, le problème, c'est que les trucs en pharma, il y a une date d'expiration, c'est-à-dire après 5 ans, normalement, ils sont soit périmés, soit tu les as utilisés, quoi. L'automobile, tu vois, moi, je roule toujours dans une bagnole de 93. Voilà. Oui, je suis d'accord. Normalement, t'as une date de péremption à ton médicament que tu dois plus utiliser, alors que ta voiture, tu veux espérer pouvoir l'utiliser pendant plus d'années que ton médicament. Alors, 93, elle n'a pas été prévue pour rouler encore aujourd'hui, la voiture, hein, pour info. Yes. Donc, on arrive à ce moment qui est un peu décevant, parce que bien aimé continuer bien plus longtemps ce débat, mais on est à ce moment où on doit globalement arriver vers la fin. Donc, j'aimerais quand même évoquer avec toi un truc assez intéressant, c'est-à-dire que tu es extrêmement actif, comme tu l'as déjà dit, sur LinkedIn. Alors, j'invite tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la qualité à suivre Benoît, parce que du coup, tout ce que tu mets dans tes publications, c'est très vrai, et ça pousse à la réflexion vers justement cette efficacité, cette simplicité que nous également, on essaie de mettre en place. Mais le fait que, c'est trop marrant, c'est que le fait que tu sois pas dans la pharma et que tout ce que tu mets, mais vraiment tout ce que tu mets soit applicable quasiment sans réfléchir, ça veut tout dire, quoi. Et donc, allez suivre Benoît, c'est des conseils extrêmement avisés et très intéressants. Et donc, je sais aussi que tu as une petite communauté de qualité. J'ai découvert ce monde un peu par hasard. Je sais pas, j'ai commencé à suivre des gens et puis je suis tombé sur tout le groupe là. Et puis c'est vrai que vous êtes pas mal à distiller des conseils. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette communauté de qualiticiens ? Ouais. Alors, c'est une communauté qui s'appelle la Ligue des consultants extraordinaires. J'adore. Voilà. C'est pas les pros de l'assertif ou des normes, non. C'est des gens extraordinaires. Qui a été créé par Anthony Delesse. Si vous suivez mes posts, son nom apparaît souvent dans mes posts ou pas loin ou en commentaire, en tout cas. En fait, on a commencé à publier sur LinkedIn ensemble. On s'est rencontrés, nous, sur LinkedIn, il y a un peu moins d'un an. Au bout de 3 mois, on s'est rendu compte qu'il y avait une place à prendre. On va parler de qualité, de QSE de manière simple, vulgarisée, accessible sur LinkedIn. Et du coup, on l'a prise ensemble et au fur et à mesure, on a des gens qui ont commencé à nous suivre, dont d'autres consultants. Et puis, il a lancé cette idée de créer un petit collectif de gens. Alors, qu'est-ce qui nous relie ? La première chose, c'est la présence sur LinkedIn. Parce que c'est un fonctionnement qu'on a, en fait. Donc, on n'a pas de gens dans ce collectif qui travaillent qu'en présentiel et qui sont pas actifs sur LinkedIn. C'est que des gens actifs sur LinkedIn.
qui ont après des périmètres et des spécialisations plutôt variées, puisqu'on va avoir des généralistes QSE, moi qui suis plus quand même qualité que QSE, j'en ai fait un peu, mais plus qualité. On a Morgane Jacquet qui, elle, est plutôt sur la RSE. RSE, ouais. Ça suit aussi, c'est marrant. Sécurité, santé, en plus en milieu montagnard, donc c'est assez intéressant. Elle fait du document unique dans les stations de ski, par exemple. Donc ça amène aussi des pratiques, des réflexions liées au contexte dans lequel on travaille. Et puis Mylène qui nous a rejoint récemment, qui est aussi plus généraliste. Et puis deux vieux briscards, alors qui sont moins présents, mais qui sont liés à Anthony depuis des années, qui sont plutôt des spécialistes de l'aéronautique. Ouais, et voilà, et tous ensemble, ce qu'on essaye de faire, c'est en fait, on a compris un truc, c'est que pour être visible sur LinkedIn, faut pas être tout seul. Ça se fait à plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'on est visible à partir du moment où ce qu'on publie génère des réactions, soit des likes, des commentaires, des partages, mais surtout des likes et des commentaires. Donc le fait d'être un collectif, rien que le fait de se liker, commenter en permanence, on développe notre visibilité. Puis ça vous inspire après, aussi. Ça nous inspire aussi, clairement, puisqu'on se fait des réunions de temps en temps, des visios. Surtout sur du partage d'idées, d'approches, d'idées de produits aussi, de services à proposer, de choses comme ça. Mais on se dépanne comme on peut, on se refile parfois un peu de business aussi. Parce qu'on n'est pas tous au même endroit, on est répartis entre la région parisienne, la Haute-Savoie, la Bourgogne, et Toulouse et Marseille, grosso modo. Oui, ça court toute la France. Mais on travaille en distanciel. Ça, c'est comme une grosse révolution, je sais pas pour vous, mais moi, en janvier, là, je suis en train de faire un mois où je fais 100% de distanciel et c'est un de mes mois les plus hauts en termes de chiffre d'affaires depuis que j'ai démarré mon activité. Mais c'est vraiment, je crois que c'est la première fois que c'est 100% distanciel. J'ai pas un déplacement sur site. Ouais, nous, on n'arrive pas, on est toujours quand même à devoir aller chez les clients. On n'en est pas là, ouais. On n'est pas là. Mais on a quand même une part de distanciel. Oui, franchement, alors moi, ça fait quoi ? Ça fait 15 ans que je fais du conseil. Il y a 15 ans, j'en fais un peu trop. Ça fait 13 ans. Il y a 13 ans, le distanciel, c'était même pas imaginable, quoi. Ouais. Et là, je pense qu'on a quand même une part de distanciel qui commence clair. malgré tout, même si on n'est pas au même niveau que ce que tu décris, qui commence à bien prendre de la place. C'est pas désagréable pour nous, et c'est aussi très intéressant pour les clients, parce que mine de rien, les frais de déplacement, etc., ça commence à être compliqué, quoi. Et puis même pour trouver des consultants pour rejoindre, le fait d'avoir, en termes d'équilibre, vie pro, vie perso, c'est pas mal. Et puis de pouvoir faire ce travail à distance, ça nous permet nous aussi d'être plus efficaces, parce que en fait tu perds moins de temps dans les transports, même si on reste quand même vachement avec nous on a quand même encore beaucoup de déplacements, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Après, bien sûr, si tu dis que tu fais du conseil à distance, il faut aussi que la mission soit compatible avec ce format. Si t'es sur des problématiques très opérationnelles, non, ça va pas marcher. Par contre, il faut adapter sa méthode. Il faut adapter la méthode. Il y a certaines missions, c'est possible, d'autres non. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le distanciel aussi, c'est que ça amène une grosse flexibilité, et horaire notamment. Il y a un truc que je propose, c'est du coaching individualisé. Donc là, mes clients, en gros, j'en ai 2 en cours, c'est un dirigeant et puis une responsable QSE. C'est des séances d'1h30 hebdomadaires. On peut la mettre n'importe où dans l'emploi du temps, la séance d'1h30. Ouais. Et puis elle peut passer 1 heure, à 3 heures, on peut en mettre 3, on peut en faire sauter une. Et là, il y a vraiment une flexibilité que le conseil traditionnel permet pas. Quand on se déplace à 500 km, en général, on va faire la journée entière. Oui, tu vas pas dire ça m'arrange pas, on peut décaler à demain, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a qui le font, hein. Des clients qui me demandent, hein. Ah bon? Alors, pour conclure notre interview, comment est-ce qu'on peut te contacter ? J'imagine les gens l'ont très très bien compris sur LinkedIn, sur Benoît Kriegel, Kriegel. Ouais, la porte d'entrée que je privilégie, c'est quand même LinkedIn. Je préfère centraliser ma com à cet endroit, et puis après, si on a besoin de passer sur le mail, on pourra. Mais LinkedIn, ça permet aussi d'avoir de découvrir ce que j'ai écrit, de le découvrir, et puis il y a des liens vers ce que je propose aussi. Là. J'ai une newsletter qui va être au 3e épisode.
qui marche bien, qui décolle bien. Puis voilà, des produits en ligne aussi. Et puis un petit mot. Alors je me permets sur le village QSE, qui est une communauté qu'on vient de lancer avec Anthony. Ah oui, j'ai vu ça. C'est trop bien. Le principe, c'est quoi? C'est un endroit où les QSE, au sens large du terme, peuvent venir discuter entre eux, se poser des questions, balancer leurs galères, et se sentir moins seuls au final. Je pense surtout aux gens qui sont en PME. Puis en gros, c'est un forum plus des lives. Et on a lancé il y a 72 heures, on est 260 dedans déjà. Donc on est plutôt content. Vache, bien joué. Et maintenant, on attend que ça se développe. Maintenant, il faut que les gens interagissent en fait. Faut que les gens interagissent, mais là ça commence. Ça commence doucement. Faut taper village QSE sur Google, sur quoi en fait? Alors, soit il y a le lien sur mon profil directement sur LinkedIn, et sinon c'est tout attaché villageqse.com. Super. Bon bah écoute Benoît, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Écoute, non. J'étais très content de discuter avec vous. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de discuter avec des personnes qui sont vraiment dans un secteur bien particulier que moi je côtoie pas en fait dans l'émission. Ouais. Et du coup c'est drôle parce que par moments vous étiez surpris, ça me paraissait surprenant que vous soyez surpris. Mais en fait c'est juste la perception de l'autre côté quoi. Ouais. Vous avez j'ai eu la même dans l'autre sens en fait. Donc non, rien de plus à ajouter, si ce n'est que j'étais très content de passer ce moment avec vous. Et puis c'était mon premier podcast, donc c'était sympa. Ah, trop fort. Tu fais quand même des lives. Tu fais quand même des lives sur LinkedIn. Ouais. Je fais des lives, mais dans les lives j'ai l'image. Et en fait c'est assez rigolo de pas avoir l'image. Je peux avoir la tête qui regarde par la fenêtre, je peux faire plein de trucs. Alors qu'en live, j'évite de trop bouger parce que c'est perturbant d'avoir un excité là qui bouge dans tous les sens. Du coup, c'est assez sympa le podcast, j'aime bien. Vous m'avez donné envie. Super. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Et puis, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Merci. Merci. Salut tout le monde.